Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses et des débats sur l'actualité sportive. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Et oui, ça fait du bien de se retrouver. Présentation en musique. On commence à ma droite, il s'est remis au sport depuis début janvier et on suit avec attention ses progrès à chaque émission. En dehors de ça, il est passionné de cyclisme, de voile et de roller. Le capitaine Yann Dujarrier du club de Vélizy 78 est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous, Yann ? En grande forme d'être ici sans le masque. Ça fait grand plaisir. Merci Mickaël et on espère que les conditions vont encore s'améliorer. Les entraînements de musculation, du coup, ça donne course quoi ? Course à pied. Je suis allé courir ce matin, là, tranquillement, une petite demi-heure. Tout va bien, ça progresse. On continue notre tour de table. À gauche, musique, c'est une légende de ce talk. C'est le Michael Jordan de la répartie, le Zinedine Zidane des débats. Ici, on l'a baptisé l'Italian Lover. Grégory Canali, journaliste chez TV 78, nous fait l'honneur de venir une nouvelle fois sur ce plateau. Bonjour Grégory. Et c'est moi qui ai l'honneur de faire partie de cette team. Bonjour Mickaël, bonjour Yann, bonjour à tous. Michael Jordan, Zinedine Zidane, on peut vous comparer à ces légendes du sport ? Que des légendes. Si vous auriez utilisé aussi le nom de Gianluigi Buffon, j'aurais été encore plus touché parce que l'Italian Lover est avant tout fan de football italien, bien sûr. Donc grand plaisir de retrouver la team en plateau. En plus, en cette journée de réouverture des boîtes de nuit, c'est la fête partout. Oui, il n'y a pas de coïncidence. Réouverture des boîtes de nuit, on ouvre le plateau à tout le monde. On continue à ma droite, musique. Il est très sportif et amateur des boîtes de nuit également. Il adore sortir les biceps quand il le faut. Lui aussi est un expert dans tous les sports. Il nous vient tout droit de Versailles. On le surnomme le gladiateur. Pierre Chevalier du rugby club de Versailles est avec nous. Forme et bonheur les amis. Comment allez-vous, Pierre ? Ça fait plaisir de vous revoir. En vrai, sans masque. Presque comme avant, donc pleine forme et très très heureux de toujours vous retrouver en chair et en os. On croise les doigts en tout cas par rapport à la situation sanitaire. Mais comme dit Yann, ça va continuer à s'améliorer et ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et comment vous allez fêter ça ? Boîte de nuit ce soir du coup ? J'aime pour les boîtes. Pacha Club à Lucienne peut-être ? Non, des bons vins et cigares. Paf, allez on y va. Enfin on termine en toute modération effectivement. Enfin on termine à ma gauche musique. Vous entendez sa musique, c'est peut-être le meilleur d'entre nous. Il est arrivé avec sa bonne humeur et sa tchatch sur ce plateau. Coach Jean Miss, ex-entraîneur du Plaisir Rugby Club, est avec nous. Comment allez-vous, Jean ? En pleine forme. Je rejoins mes camarades en disant que ça me fait bien plaisir qu'on se retrouve tous autour de la table. Pacha Club pour vous ce soir du coup ? Non, je suis un peu comme Pierre. Je suis plus bonne petite bouteille de vin à domicile que boîte de nuit où il y a tout le monde. Et puis il faut faire attention. Avec modération. Avec modération. Bien sûr. Et puis il faut faire attention quand même. C'est pas parce qu'on n'a plus le masque qu'il faut rester prudent quand même. Le message est passé. Alors avant de passer au programme de l'émission, on commence tout de suite par du football. Le Paris Saint-Germain qui s'entraîne ici dans les Yvelines au camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye a réussi à battre le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Les Parisiens l'ont emporté 1-0 à la dernière seconde grâce à un but de l'inévitable Kylian Mbappé. Ils sont donc en bonne position pour l'emporter. La question sur cette thématique, le PSG va-t-il se qualifier ? Oui ou non ? Vous votez. Alors Grégory hésite, comme souvent sur les pronostics. Alors, oui pour tout le monde et surtout ça oui commence. Pour Grégory. Ça fait 3 minutes d'émission, ça commence. Alors Grégory, vous avez quand même mis un petit peu de temps à vous décider. Oui, parce que je pense sincèrement, après je ne veux pas porter la guigne aux Parisiens, que le Paris Saint-Germain, au vu de ce qui a été montré hier, là on enregistre l'émission, le match s'est déroulé hier, c'est la prestation la plus aboutie pour moi, pour le Paris Saint-Germain. Il y a un vrai duel tactique même qui a été remporté, je pense, par Maurizio Pochettino face à un grand la matière, c'est Carlo Ancelotti pour le citer. Un match plein, un Italien avec beaucoup de joueurs qui ont été au niveau. Le seul, et c'est peut-être inquiétant, on aura l'occasion d'en reparler, c'est Lionel Messi, je trouve, avec André Di Maria. Donc c'est les deux Argentins hier qui n'étaient pas forcément dans le match, mais s'il fallait cibler quelqu'un, Lionel Messi. Et que dire de la prestation de Kylian Mbappé, une prestation majuscule, avec celle aussi de Marco Verratti qui est indispensable au milieu de terrain. Donc je pense que le PSG, au vu de ce qu'il a montré hier face au Real Madrid, le Real Madrid n'a pas montré grand-chose, va se qualifier. Après, est-ce que c'est une condition automatique ? Est-ce que cette victoire est une condition automatique pour une qualification des Parisiens ? Ça,
là, rien n'est moins sûr parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, par le passé, face au Barça, face à Manchester United, a pu subir quelques remontadas. Donc je pense que le PSG va se qualifier. Après, c'est pas automatique pour autant. Oui, ils ont fait entrer le mot remontada dans le dictionnaire français, le PSG, Jean. Alors, qu'est-ce que vous auriez pensé de cette prestation? Alors, moi, j'ai mis qu'ils allaient Victoire pour vous. Oui, je pense qu'ils veulent se qualifier. Qualification. Voilà, je pense qu'ils veulent se qualifier. Alors, pourquoi? Parce que déjà, ils font un bon match hier. Il faut reconnaître qu'ils font un bon match. Mais c'est surtout que... Alors, je ne suis pas spécialiste du football, mais c'est un petit Real. Hein. On est très loin du grand Real qui a remporté 3 fois la Coupe d'Europe des clubs champions. On est très très loin. Ils n'ont pas joué. Ils ont rien fait. Ils ont attendu les Parisiens. À un moment donné, on croyait presque que c'était attaque-défense. Il y avait rien. Moi, j'ai trouvé un jeu très très pâle, très très pauvre du Real. Donc je vois pas, à la vue du match, alors est-ce qu'ils ont caché leur jeu? Oui, est-ce que c'était pas stratégique selon vous? Alors stratégique à ce niveau-là, ils sont quand même, excusez-moi du peu, mais ils sont bien, hein, ouais, on est bien d'accord. Donc parce que là, à ce niveau-là, une stratégie comme ça au PSG avec les stars qu'on leur connaît. Dire allez on va jouer un petit peu la défense et attendre le match à la maison. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils n'ont pas. En sachant qu'il y a une règle qu'il faut préciser, oui, il n'y a plus le but à l'extérieur en Coupe d'Europe. Ils l'ont dit. Ouais. C'est surtout là-dessus que je voulais rebondir sur 2 points. Le premier tactique, depuis la disparition du but à l'extérieur contre double, j'ai l'impression que là tactiquement ils ont joué pour pas en prendre. C'est-à-dire ils ont été plutôt resserrés en défense. Pour commencer peut-être à 0 au match retour. Pas beaucoup d'animation offensive, énormément défensive et au milieu de terrain. On a eu un Benzema qui était fantomatique, peut-être pas en forme parce qu'il revient, on sait qu'il revient un petit peu de blessure, mais en tout cas à la pointe de l'attaque madrilène, c'était 0 pointé. Donc j'ai eu l'impression qu'ils jouaient pour ne pas prendre de but et pour un 0-0 par exemple. Le deuxième point, moi qui me fait dire que le PSG va pouvoir se qualifier, c'est que j'ai l'impression enfin qu'ils vont être là pour les grands rendez-vous. Là on avait quasiment tout le monde dans des états de forme un peu différents. On a un Neymar qui est revenu, le blondinet, et on a surtout un Kiki, Mbappé qui tient la baraque depuis le début de la saison. Il l'a montré sur peut-être les 10, les 20 derniers matchs du PSG, en gros sur toute compétition confondue. Et on a laissé le PSG contre Rennes un petit peu moribond et vraiment inquiétant dans son organisation offensive, etc., etc. Une victoire à la Pyrrhus à la fin avec un but déjà de Kylian Mbappé. Et là, sur ce match-là, ils ont haussé à la fois l'envie, la technique, la stratégie. Effectivement, d'accord avec Greg sur l'aspect stratégique. Et pour le coup, 1-0, c'est presque peu payé par rapport à la gestion du match hier. On a vu une grande et belle équipe du PSG dans un parc plein. Ça aussi, ça fait du bien à voir. L'énorme match de Thibaut Courtois, il faut le souligner. Ils n'ont pas Courtois, le Real. Ils ont eu 3 ou 4. Mais Messi tire mal son penalty aussi. Bon, voilà, après, on peut le cibler. Yann, on vous a pas entendu pour l'instant. Parce que tout a été dit et parce que tout simplement, enfin là, la seule chose qu'on pourrait rajouter, c'est en effet se dire le niveau de jeu du PSG sur les 3 prochaines semaines peut encore augmenter puisque avec le retour de Neymar et une forme qui devrait être ascendante, bon, ça peut donner un peu mieux sur le match retour. Ce qui est sûr, c'est que il faudra juste être un poil plus réaliste sur le match retour, et on sait qu'ils sont capables de marquer à l'extérieur sans aucun problème. Moi, je les vois pas perdre, et surtout avec, comme disait Jean, la qualité du Real de Madrid qui est quand même très moribond, très inquiétant. Autant, à la sortie du week-end, les 2 clubs, leurs prestations en championnat étaient inquiétantes. On s'est aperçu hier soir que le PSG avait été capable de relever le niveau et de rentrer dans une vraie Ligue des Champions. Donc pour vous, c'est sûr à 100% que le PSG sera en quart de finale de la Ligue des Champions. On n'est jamais sûr à 100%. Il y a 3 semaines qui vont passer. Il peut y avoir plein de blessures chez les uns comme chez les autres. Il y a plein de paramètres. Maintenant, on en reparlera juste avant, bien sûr. Jean. Et en plus, le Real va jouer sans ses 2 défenseurs. Tout à fait. Ils ont pris les cartons jaunes. Il y a Casemiro et Ferland Mendy aussi qui ne joueront pas le match retour. Casemiro qui va au milieu de terrain, et on sait toute l'importance du Brésilien dans ce milieu de terrain avec Modric et Toni Kroos. L'équipe. Tout à fait.
Et après, non, mais le paramètre important, et Yann le soulevait, à prendre en compte, c'est aussi ce délai. Il y a 3 semaines qui vont passer. On sait que par le passé, ça a pu aussi faire cogiter les Parisiens. Donc on espère qu'il n'y aura pas les scénarios qu'on a pu connaître, des scénarios catastrophiques. Et ça sera au Bernabéu aussi. Il y aura le public Sauf que là, madrilène. c'est pareil, ce match-là, ça fait pas 3 semaines qu'ils l'attendent. Ça fait 2 mois et demi. Depuis le début de la Ça saison. fait 2 mois et demi depuis le tirage au sort et mine de rien, avant, c'était souvent des matchs qu'on rencontrait à partir des quarts de finale. On rencontrait pas ces gros en 8e de finale. Là, on peut se dire que oui, ils ont passé la phase très longue d'attente pour le rencontrer. Et en effet, ils ont été capables d'élever le niveau de jeu juste pour ce match. Voilà. Donc, En effet, ils sont capables aujourd'hui d'être au niveau de la Ligue des Champions. Donc juste pour terminer sur cette thématique, Grégory, vous êtes sûr à 100% que le PSG va se qualifier en quart de finale? 100%. Pour les raisons que je vous exposais tout à l'heure, il y a des antécédents. Il y a des antécédents pour le Paris Saint-Germain, et encore une fois, je le remets sur la table, mais moi je suis très inquiet du niveau de jeu de Lionel Messi. Alors oui, il y a un Kylian Mbappé stratosphérique, mais depuis le début de la saison, la Pulga, elle est transparente dans ce PSG, et franchement, c'est inquiétant. Alors le prochain match se jouera donc le 9 mars prochain à 21h au Stade Santiago à Bernabéu. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme sur piste avec le retour aux affaires de Grégory Boget dans le staff de l'équipe de France. Coup de projecteur également sur Tony Oka, le sportif yvelinois combattra le 14 mai prochain face à Bacolé. Mais avant de développer ce thème, on va parler de la Coupe de France de football et de la qualification historique du FC Versailles 78 en demi-finale de la Coupe de France. Ils l'ont fait, le FC Versailles 78 s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en s'imposant ce mercredi 9 février face à Bergerac à Périgueux. Pourtant, rien n'a été simple pour le club yvelinois. Tout avait bien commencé. Les joueurs de la Cité Royale ouvrent le score à la 14e minute par Inza Diarasuba. Magnifique but pour un joueur qui n'a pas souvent l'occasion de s'illustrer dans l'exercice. 1-0 ce soir le score à la pause. Mais les joueurs de Versailles se font peur et se font égaliser à la 90e minute par Bergerac. Un but signé Axel Tressens. À ce moment-là, on s'est dit que ce serait très compliqué d'aller chercher la victoire. Et finalement, les Versaillais l'emportent 5 tirs au but à 4 dans l'euphorie générale. Après un tir au but manqué par Mingwa, on écoute la réaction du coach à la fin de cette rencontre historique. C'était un match difficile face à une bonne équipe avec un socle solide défensif. On a réussi à déjouer ce plan en marquant assez tôt. Ça reste un avantage très important face à ce genre d'équipe, mais on a manqué justement de lucidité sur une ou deux situations pour pouvoir tenir le score jusqu'au bout. Mais bon, derrière, les garçons ont réussi à se concentrer et s'approprier cette séance de pénalty. Dès que le match il a fini, j'ai dit les gars, on a pris un but, mais il y a 90 minutes ou plus, on savait. C'est une possibilité. On est parti avec confiance, tout le monde a mis ses pénaltys. On a eu la chance qu'un joueur de Bergerac tire sur le poteau et ça nous a servi aujourd'hui, donc très content. Bravo encore au FC Versailles 78. J'imagine que vous êtes tous très contents autour de la table. Hein. Absolument pas. Ça fait des années qu'on le demande qu'un club yvelinois fasse un beau parcours en Coupe de France. Bien sûr Et qu'on est peut-être qu'on ne le reverra plus de notre vie, hein, peut-être. On ne sait pas. C'est la première fois de l'histoire. Attendez. Non, Versailles a un beau projet. On n'est pas à l'abri qu'ils puissent recommettre ce genre d'exploit par la suite. Pierre, vous êtes très content. Moi, je suis chauvin, je suis localement enthousiaste évidemment. Tout ce que ça apporte au football d'abord, rendons à César ce qui est à César, mais au sport en général à Versailles, ville culturelle, ville historique, on l'a déjà dit plein de fois. Mais là, il y a des équipes qui tirent leur épingle du jeu, le football, le rugby, bien évidemment, et d'autres équipes comme le basket d'ailleurs aussi. Et on a justement, grâce à eux, grâce au FC Versailles 78, on a un petit peu vaincu les signes indiens qui auraient tendance à dire qu'il n'y a pas de sportif ou il n'y a pas de sport à Versailles, il y a que des théâtres, il n'y a qu'un château et autres. Et je trouve leur performance en plus, leur tour en Tour de France, leur épopée en Tour de France absolument fraîche et enthousiasmante. Et qui aussi, je suis à chaque fois épaté que je l'entends, le calme olympien de Youssef Chibi. L'entraîneur du FC Versailles, je le trouve dans son rôle, je le trouve dans son projet. Et à chaque tour passé, on s'emballe pas, il est lucide. Et puis là, il y a un Everest qui arrive en demi-finale. Mais en demi-finale de Coupe de France. Magique. Jean, magique. Oui, j'écoutais l'enthousiasme de Pierre.
Mais c'est vrai. Bon, bien sûr qu'on est heureux. Un club yvelinois en demi-finale de la Coupe de France. C'est une grande première, hein. Ce n'était jamais arrivé avant. Hein. Mais c'est bien. Hormis le PSG, bien sûr. Mais bon, club yvelinois, le PSG, on va en parler juste après. On va en parler, la tête du PSG, pour l'histoire du terrain. Alors, le PSG. Non, mais c'est très bien. C'est magnifique. D'ailleurs, j'étais le seul à avoir donné le bon pronostic. C'est vrai. Donc, rendons à César ce qui est à César. Donc j'avais vu le passage au tir au but. Et Grégory, qu'est-ce que vous aviez dit vous ? Non, moi j'avais mis une victoire de Bergerac. Là, je l'assume en plateau. C'est pour ça qu'on a gagné. Mais peut-être que ma stratégie est de mettre l'équipe en face pour voir Versailles passer. Non, mais c'est incroyable. C'est une épopée incroyable pour Versailles, pour les Yvelines, pour un club amateur. C'était ma première envolée sur ce plateau quand j'ai rejoint cette belle équipe, de voir une épopée, un parcours exceptionnel d'un club amateur en Coupe de France. C'est tout l'essence de cette Coupe de France, c'est de voir des petits aller challenger des gros. Et quelle année exceptionnelle pour Versailles, on l'espère qu'il se clôturera, parce que là, le parcours est exceptionnel, qu'il y ait une qualification ou une élimination en demi-finale. Oui, quoi qu'il arrive, le contrat est rempli, largement rempli même. Et largement rempli, parce que là, il y aura un club de Ligue 1. C'est vrai qu'au tour précédent, on aurait pu, s'il y avait eu une élimination de Versailles, le parcours aurait été exceptionnel, mais ça aurait été face à un club de même niveau, et donc il y aurait eu moins de saveur forcément, mais là ça peut être une année vraiment exceptionnelle pour eux, une demi-finale de Coupe de France. Ils vont jouer leur chance face à Nice. Ils sont aussi en très bonne course pour être promus la saison prochaine en national. Il y a toujours la question du terrain à résoudre, et ça ce sera, je pense, le principal dossier sur lequel il faudra s'atteler. Et puis pour nous deux, Mickaël, journaliste avec une préférence pour le sport, couvrant l'actualité des Yvelines, avoir un club qui se hisse jusqu'en demi-finale, c'est exceptionnel. La question sur cette thématique, est-ce que c'est vraiment une surprise, cette victoire de Versailles ? Oui ou non ? Contre non pour Bergerac, vous. sur ce match, Contre Bergerac. Ah Non. non. En plus, oui, allez. Vous êtes partagé, Pierre. Alors pourquoi ? Alors, on va vous donner la parole. Partagé parce que j'ai toujours pensé que c'était le tour le plus difficile qu'il ait été donné à Versailles de jouer, parce que c'était une équipe de même niveau. Donc National 2, National 2, tête de leur poule. Oui, c'était un petit peu les jumeaux, hein. Ils avaient à peu près le même parcours. Et sur l'aspect magie de la Coupe de France en moins. C'est quand on se fade un gros, on se transcende, on n'est pas attendu et on peut créer la surprise. Là, c'était deux équipes de même acabit, avec deux techniciens qui peut-être se connaissent ou jouent à peu près les mêmes paris et sur les mêmes enjeux. Et donc, là où oui, je dirais que c'est une surprise, c'est que c'était pas un tour facile, malgré tout. Ça reste un quart de finale de Coupe de France, mais contre un adversaire de même niveau. Et ensuite, moins surpris parce que Versailles est là au rendez-vous. Cette saison, Versailles est au rendez-vous à chaque tour de Coupe de France. Il y a eu des petits, il y a eu des moyens, et il y a eu un gros Toulouse en Ligue 2, en 8e. Donc là, voilà, j'ai un peu partagé sur l'enjeu du match sur l'écart et sur le parcours avant de Versailles. Mais après ils sont à leur place. Et puis c'est à Périgueux en plus, c'est à l'extérieur, voilà, donc ça rajoutait une difficulté pour Versailles. Ça, c'est les embûches non homologués, normalement à la base, qui a été homologué au dernier moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Victoire logique. Djoko aurait pu tuer le match. Mine de rien, il a raté deux vraies occasions. Il a raté deux vraies occasions. C'est pas le même Djokovic. Il a raté deux vraies occasions et en effet, le match aurait pu être plié au milieu de la deuxième mi-temps sans aucun problème. Ils auraient pu très largement avoir 2-0 et être complètement à l'abri. C'est juste... Parce qu'on retrouve deux fois seul face au gardien. En première mi-temps. C'est là où... Oui, ils auraient pu faire le break à la mi-temps. Contre Nice, il ne faudra pas rater ces occasions. Ils les auront, c'est sûr et certain. Ils en auront pas des tonnes, il ne faudra pas les rater. Vous teasez un petit peu sur Nice pour tout à l'heure. J'ai juste dit contre Nice, il ne faudra pas les rater. Alors, on va revenir sur ce but marqué par Inza Diarrasouba, le milieu de terrain qui ne marque presque jamais. On l'écoute et on débriefe juste après. Dès que le match il a fini, j'ai dit le gars, on a pris un but, mais il y a 90 minutes ou plus, on savait. Franchement, déjà quand mon ami Capo me fait la passe, je me dis bon, on est vraiment ce soir dans un match de coupe pour une place en demi-finale, tente là, et voilà, avec la magie de la coupe, sûrement, peut-être qu'elle va rentrer. Et j'ai la chance en fait, qu'elle prend un rebond qui surprend le gardien. Et à ce moment-là, j'y croyais même pas en fait. Quand j'ai marqué, j'y croyais même pas. Et d'un coup, je me suis dit non, mais je pense qu'elle est rentrée, je crois.
Et c'est là que je me lève et je commence à mettre un coup de poing dans le vide, tellement je savais pas quoi faire comme célébration, parce que j'ai pas l'habitude de marquer. Mais franchement, en tout cas, c'est un travail collectif de l'équipe, tout ça. Oui. Je tiens à souligner et remercier nos supporters et l'équipe, parce que c'est un travail collectif en fait. Yann Jarrier. J'étais persuadé que c'était un effet du ballon et non pas un faux rebond. Parce qu'en effet, on voit bien qu'elle ne part pas dans l'axe du but et qu'elle revient au moment où elle passe devant le gardien. Et je pensais plus à un effet donné à la balle, brossé, voilà, plutôt qu'un... Au moins, il est honnête. Ça. Mais je pense que c'est le rebond est le plus trompeur. Bon, pour jouer en tant que gardien de but à un petit niveau, les petites frappes comme ça avec le rebond juste avant de faire l'arrêt, c'est les tirs les plus difficiles à arrêter et la trajectoire a été bonne. Alors oui, alors ce qui est drôle donc en plus, si vous jouez face à Grégory Canalé, vous affrontez Joueur Josas, c'est une petite frappe avec le rebond. Non mais une frappe avec rebond, tous les gardiens vous diront que c'est les plus difficiles à sortir. Et alors ce qui est drôle, et il est très honnête aussi sur le côté, il ne s'attendait pas à marquer, c'est que même dans la célébration, il n'a pas su quoi faire. Sur le moment, il était plus surpris. Et non mais c'est une magnifique scène, en tout cas qu'on a vu face à Bergerac. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, cette célébration, ce but Non mais c'est bien parce que lui-même le dit, il ne savait même pas qu'il avait marqué presque. Il avait marqué seulement une fois en championnat cette année. Ouais, non, donc 2 buts sur la saison pour un milieu de terrain, c'est quand même la pas mal. réussite, ça fait partie, la chance, ça fait partie de la réussite. Hein. Mais regardez ces joueurs-là à d'autres niveaux, mais ces joueurs qui ne marquent jamais et qui marquent dans les grandes occasions, ça rajoute un petit peu plus à l'épopée versaillaise. Le Lilian-Thuram en demi-finale en 98 qui nous en plante 2. Qui marque jamais. Ce sera ses deux seuls buts en équipe de France. Autre niveau, autre temps, mais ça prouve en tout cas qu'ils sont tous concernés, ils jouent, et il le dit, il tente sa chance, c'est un match de coupe, vas-y, frappe, et bim, ça rentre. Et finalement, c'est un but décisif parce qu'il marque tôt et que ça finit à 1 partout, donc c'est étonnant. Alors avant de passer à la prochaine thématique, je vous propose de regarder une dernière fois ces images de joie et on revient ici juste derrière. Bon, on commence à le connaître par cœur, ce chant, Pierre Chevalier. Ouais, on leur pique un petit peu aussi au ballon ovale. On leur pique un petit peu parce que c'est... Alors, on a reçu un message sur les réseaux sociaux. Apparemment, ça vient du RC Lens, ce chant. Voilà, ils ont demandé un copyright. C'est enthousiasmant. Je pense que ça exprime bien la joie, la solidarité, un petit peu de... sans fair play parce que mais c'est gentillet quoi, ça chambre mais ça reste dans l'esprit. Le fair play, il y a des mots bien plus vulgaires dans ces chansons là ou dans ces moments là que chicoter. C'est important de le préciser, le fair play. Alors entre les joueurs il y a eu du fair play pendant la rencontre, même si c'est l'attaquant qui m'échappe, qui a été expulsé, Ibaï, Christopher Ibaï qui a été expulsé, qui était rentré il n'y a pas longtemps, qui découpe littéralement le joueur de Bergerac. Mais il n'y a pas eu forcément de fair play entre les dirigeants. On va pas forcément relater ici en plateau, mais même le directeur général de Bergerac qui a dit en interview d'après-match que c'était pas une bonne publicité pour le foot amateur, c'était pas le plus beau projet qu'aller en demi-finale. Donc ça, on peut le regretter. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est que Versailles a été très solide sur la rencontre. C'est vrai qu'il y a cette qualification, alors qu'il y ait une surprise ou pas. Moi, je pense que c'est pas une surprise parce que les Versaillais ont été solides. Ils l'avaient montré sur les tours précédents, notamment face à Toulouse. C'est une rencontre où quand même, dans la domination, c'est plus Bergerac qui a eu le ballon. Il y a une 63%, il me semble, de possession pour Bergerac. C'est une domination qui a été stérile parce qu'au final, ils font un seul tir cadré, c'est le but. Au plus mauvais moment. Et de l'autre côté, un Versailles très solide. Que j'ai trouvé d'ailleurs en défense un Maël Durand de Jevigné qui avait le brassard de capitaine très solide, qui savait gérer les attaques de Bergerac, des Périgourdins. Et ils ont montré de la solidité et de la solidité aussi dans la tête parce qu'après avoir pris ce but égalisateur dans les tout derniers moments, on pensait qu'ils allaient s'écrouler et au final ils arrivent à se qualifier au tir au but et ça c'est magnifique. Mais on voit aussi dans le déroulé du match, il y a eu moins de fautes et moins de cartons, donc plus de maîtrise en quart qu'en huitième. Ouais. En huitième, il y a 2 rouges et 7 jaunes, je crois, de chaque côté, en tout. Mais donc ça prouve aussi peut-être une homogénéité de niveau et une maîtrise de part et d'autre d'ailleurs des faits de jeu.
On va passer maintenant à notre prochaine thématique. On va passer à l'envolée de Grégory, le moment fort de cette émission. De quoi allez-vous nous parler, Grégory ? De mon immense déception après Toulouse, après Bergerac à Périgueux, Versailles jouera pour la 3e fois de suite à l'extérieur. Les Yvelinois devront disputer leur place en finale de la Coupe de France à 900 km de la Cité Royale dans l'antre de l'OGC Nice, l'Alliance Rivera. La fête s'annonçait pourtant grande car Versailles devait bien recevoir la rencontre à l'origine, une région entière derrière le dernier représentant francilien dans la compétition, le monde amateur porté en demi-finale. Mais aucune solution n'a été trouvée. Pas possible, le stade Montboron non homologué pour un match de cette ampleur. Le FCV 78 a sondé le Parc des Princes. Refus du PSG, j'y reviendrai tout à l'heure. Le stade Charletti, refus du préfet de police en raison de la sécurité. C'est dans cette enceinte qu'avaient éclaté les échauffourées entre les supporters et du Paris FC et de Lyon. Enfin, trop cher, le Stade de France pour les frais d'organisation chiffrés minimum à 250 000 €. Même si des solutions last minute comme Tours, Le Mans ou même Troyes et Lens ont été évoquées, le mal était déjà fait à mon sens. La magie de la Coupe de France s'est évaporée. L'essence même de ce trophée Charles Simon, c'est de permettre justement à des petits de rêver, de réaliser des gros parcours, des parcours incroyables, d'aller se frotter à des gros et des clubs professionnels. N'y avait-il pas moyen de trouver des solutions en concertation avec la Fédération française de football, l'organisateur du tournoi, les autorités, les collectivités, de trouver une solution dans ce moment historique? Rappelons que ce n'est que la 5e fois dans l'histoire qu'un club de 4e division atteint les demi-finales, et ce n'est pas rien. Eh bien non, le club a tout fait, mais la rencontre a été inversée, se décidera à Nice. Derrière les joueurs, les supporters sont bien sûr les premières victimes de cette décision. Que dis-je de cette indécision? Ils ont été fidèles pourtant dans les déplacements à Toulouse, à Périgueux. On a la chance d'y avoir participé tous les deux, Mickaël. Ils ont été aussi au rendez-vous Place du Marché à Versailles, où il y avait la retransmission sur écran géant de la rencontre. Mais là, ce sera compliqué d'organiser un tel déplacement à Nice en aussi peu de temps. La fête se retrouve quelque peu gâchée. Il rêvait, nous rêvions tous d'une demi-finale dans l'enceinte du Parc des Princes. Pourquoi pas finalement le Paris Saint-Germain éliminé? Versailles est le représentant de la région Île-de-France de la compétition, et pour une fois qu'on parle du football francilien sans parler du PSG, pourquoi s'en priver? Le FC Versailles a tout de suite évoqué cette possibilité, ils ont sondé cette possibilité. Regardez ce tweet qui était assez drôle. Coucou Paris Saint-Germain, tu as de la place au Parc des Princes début mars. C'est pour des amis, interpellait le club de manière assez drôle sur Twitter. La date initiale du 1er mars était libre au niveau du calendrier, mais le Paris Saint-Germain a refusé car le club doit engager des travaux d'entretien de sa pelouse déjà repoussés après France-Kazakhstan en novembre. Beaucoup de matchs prévus aussi dans l'enceinte entre la Ligue 1 et l'équipe féminine. Mais j'ai une question, le PSG ne s'était-il pas autoproclamé défenseur du football populaire face aux autres équipes voulant créer il y a un an la Super League? Il n'y a qu'à regarder la déclaration d'après-match du président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, juste après PSG Real, c'était donc hier. Il n'a pas hésité à tacler une nouvelle fois le club madrilène qui était à l'origine du projet Super League. Je crois en un football accessible à tous, du petit club au plus gros club, vraiment, car ne pas permettre justement à Versailles de venir jouer dans son stade me fait quand même douter de la sincérité de cette déclaration. Bref, passons, il ne reste plus qu'une seule solution pour voir un prochain match de Versailles dans la région francilienne. Cette solution, c'est celle de battre Nice et d'aller en finale, qui là, c'est sûr, se tiendra au Stade de France. Allez Versailles, bien sûr. Votre avis sur cette envolée? Vous voulez réagir? Qui veut commencer? Yann, peut-être? Je trouve ça honteux. Voilà. Parce qu'en plus, les raisons données par le PSG ne valent pas. Ils ont des travaux, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, non, mais ça vaut pas. Non, faut arrêter. C'est ridicule. Les travaux, ils auraient pu les faire bien avant. Et en plus, le PSG, normalement, il devrait être en demi-finale de Coupe de France. Donc, le stade n'était pas disponible pour faire les travaux à ce moment-là. Donc, je ne trouve pas ça cohérent et j'ai beaucoup de mal avec les incohérences. Pierre. Triste, dommage pour plein de raisons qu'on a commencé à évoquer ici. Il y avait effectivement une vraie volonté de la mairie de Versailles de trouver une solution francilienne. Il y avait même, en imaginant le stade de Créteil par exemple, mais qui n'était pas forcément homologué à ce stade-là de la compétition. Donc les stades que Greg a cités. Pas trop de choix dans la date à ce moment-là, mais quand même des stades et des possibilités à droite à gauche. Digne de ce nom. Et pour le coup, que le Parc refuse, que le PSG refuse,
pour un Tour de France, un Tour de Coupe de France qui aurait réuni peut-être. Si ça avait été en Ile-de-France, peut-être 10 000, 15 000 personnes, je pense pas tellement plus. Les supporters niçois n'auraient pas forcément fait le déplacement, mais on gagne à nouveau le tirage au sort et c'est nous qui recevons. Et pour des problèmes structurels dont Greg a déjà parlé, on a la malchance de ne pas pouvoir se réunir et pousser derrière notre équipe. On a vu qu'il y avait un vrai engouement, c'est-à-dire que c'est inhabituel à Versailles, je vous le concède, c'est inhabituel, mais justement, cette épopée est tellement magique que ça juste après l'engouement. Ça emmène les foules. Donc il y avait la place du marché, il y aurait pu avoir un stade, il y aurait pu avoir 2000, 3000, 5000, peut-être 6000 spectateurs si ça avait été proche. Le non-choix de Charletti, là on prend plein fouet les conséquences des événements de Paris FC. Voilà, d'après nos informations, dès qu'ils ont proposé Charletti, dès qu'ils ont proposé ça à la mairie de Paris, à la préfecture, ils ont dit non, c'est pas possible. Je pense pas qu'à Versailles, là pour le coup, pour rester dans le cliché, je pense pas qu'on ait des hooligans totalement non maîtrisables. En l'occurrence, là, restons dans la sportivité et dans le cliché. Bon, je pense que ça se serait bien passé, mais voilà. Donc très déçu pour l'ensemble des supporters, les anciens comme les nouveaux, parce qu'il y en a des nouveaux là maintenant, et on ne peut pas aller au bout. Et donc, là, je me mets dans la roue de Grégory en disant, maintenant c'est au rendez-vous au Stade de France. Mais est-ce que ça ne va pas jouer finalement sur les performances des Versaillais, parce qu'ils vont aller affronter le 3e de Ligue 1 à l'extérieur? Là, on peut dire que c'est quasiment un miracle s'ils passent, non, Jean? Oui, moi je voulais juste quand même, avant de répondre à votre question, dire simplement que pour moi c'est un scandale. C'est un scandale parce que là on avait la possibilité de montrer une belle image du football, une très belle image à travers le parcours sportif de Versailles. Le PSG avait l'occasion aussi de dorer son blason autrement que d'enfants gâtés où on ne parle que d'eux et constamment. Ils avaient la possibilité, non pas de faire des grandes phrases, mais de montrer que c'était pas que des phrases et de tendre la main à un club amateur, soi-disant, eux, ils le font, ils n'attendent que ça. Ils ne l'ont pas fait, ils ont eu la chance de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Même le préfet, le truc de Charletti, comme dit Pierre, c'est pas les hooligans qu'il doit y avoir à Versailles qui vont mettre le feu à Charletti. Tout ça, tout le monde se trouve des excuses, alors qu'on avait un beau projet sportif et qu'on avait une belle équipe qui représentait la région Île-de-France et qui avait la possibilité de défendre ses couleurs à domicile, eh bien tout le monde lui ferme la porte. Et je dis tout le monde. Parce que là, tout ça, ce sont des excuses à deux balles. Entre le jardinier du PSG et les pseudo-violences de Charletti, mais c'est la rigolade. Et même la fédération, la Ligue et la fédération, ils ont bien au dernier moment, le stade de Périgueux qui n'était pas homologué, ils l'ont bien homologué pour la rencontre. Pourquoi ça s'est pas fait ici en Île-de-France? Pourquoi on n'a pas pris Créteil à ce moment-là? Il y a Bondoufle aussi. Pourquoi on n'a pas pris Créteil, Bondoufle? Et que de la même manière qu'on l'a fait pour Périgueux, pourquoi on ne l'a pas fait nous? Pourquoi on ne l'a pas fait? Tout le monde a tourné le dos à cette équipe, à ce beau parcours. Alors effectivement, pour répondre à votre question maintenant, c'est que effectivement, les joueurs doivent prendre un grand coup derrière les étiquettes. Et j'espère, parce que Pierre le disait tout à l'heure... apparemment, ils ont validé, ils ont validé ce choix quand même. Mais ils ont validé pas le choix. Ils vont pas dire on n'y va pas, ils vont pas dire non on n'y va pas, on boude. C'est pas le PSG. C'était une concertation c'est générale. C'est pas le PSG, c'est pas Neymar. On est même dans le sens de Jean, finalement, les seuls clubs qui ont proposé au Paris Saint-Germain à Versailles, le lapsus révélateur, de les accueillir, c'est des clubs hors région francilienne. On parle de clubs comme Tours, Le Mans. Il y a eu aussi Troyes et Lens qui ont proposé à Versailles de venir jouer dans leur antre. Finalement, cette solution a été écartée. Donc ça va dans ton sens en disant que aucun club francilien qui a pu accueillir Versailles. Il fallait remplir le stade à 2-3 heures de route aussi. C'est pas la même chose que si on va au Parc des Princes à 1 heure. 2-3 heures de route, vous avez quand même la possibilité de drainer les supporters versaillais. Que là, à Nice, qui va y aller à Nice? Il va y avoir très peu de monde. Je finis. Pour une fois que je parle un peu, monsieur Yann, c'est que tout à l'heure, Pierre disait la sérénité de l'entraîneur de Versailles. Et j'espère qu'il aura assez de sérénité pour justement faire de cette... j'allais dire un vilain mot. De toute cette manigance qu'il peut y avoir autour du club de Versailles, une force pour ses joueurs. Une force, même si le match paraît sur le papier très difficile.
Voilà. Très difficile sur le papier, du coup, cette rencontre pour vous, Grégory. Forcément, si on est le plus réaliste possible, oui, Nice est bien supérieur à Versailles, 3e de Ligue 1. Maintenant, la Coupe de France, on l'a dit assez ici, est aussi belle parce qu'il y a des exploits qui sont réalisés. On a vu des clubs cette saison, des clubs amateurs sortir des clubs de Ligue 1. C'était le cas de Bergerac, ils avaient sorti Saint-Etienne. Mais à domicile. Alors à domicile, c'était pas forcément les mêmes situations. Mais Nice, faut voir aussi que cette saison, alors oui, c'est le 3e de Ligue 1, c'est un club qui est très solide, on l'a vu sur le tour précédent, et même les 2 tours précédents où ils sortent tour à tour Marseille, et ils ont sorti le Paris Saint-Germain juste avant. Mais face aux petits clubs de Ligue 1, ils se sont cassés les dents cette saison. Il y a le résultat très récent et cette défaite contre Clermont, ils ont aussi perdu contre Metz, donc c'est la preuve que... Contre la petite équipe de Lyon aussi. La petite équipe de Lyon, voilà. Mais c'est la preuve que face à des petites équipes sur le papier, ils peuvent se relâcher. Pourquoi pas prendre le match à la légère et se faire surprendre par l'équipe versaillaise, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Est-ce que c'est vraiment dans le style de Christophe Galtier de prendre les matchs à la légère, le coach niçois? Aujourd'hui, Nice fait figure d'ultra favorite de cette compétition. Quand on regarde les équipes qui restent en lice, voilà. Et en plus, par rapport au parcours, le fait d'avoir battu Marseille, d'avoir le 2e de Ligue 1, d'avoir battu le leader de Ligue 1 sur le parcours, en effet, Nice fait qu'ils deviennent le favori incontestable. Maintenant, c'est la magie de la Coupe de France. C'est un match. Djoko ratera peut-être pas l'occasion qu'il aura sur le match, c'est tout ce que je leur souhaite, parce qu'ils en auront certainement pas 50, je vais redire la même chose que tout à l'heure, et puis après, on sait que Versailles est solide défensivement. Voilà, ils ont, sincèrement, dans les 2 matchs qu'on a vus dernièrement, parce que c'est les matchs qui ont été télévisés, Ils jouaient dans un fauteuil, presque. ils sont propres défensivement. Moi, on peut que leur souhaiter d'aller au Stade de France. Pierre Chevalier, très rapidement. Précisément parce qu'ils ont Christophe Galtier qu'ils peuvent justement espérer aller au bout. Ils ne sont pas sûrs en championnat de pouvoir aller titiller le PSG jusqu'au bout, ou ils vont peut-être aller chercher la 2e place en bisbille avec Marseille, mais ce technicien est leur atout principal. Et la nouvelle, c'est qu'ils récupéreront Christopher Ebailly, qui aura purgé son match de suspension sur la compétition nationale. Carton rouge. Comme c'est 2 compétitions organisées par la Fédération française de football, les joueurs peuvent purger sur le championnat, ça c'est une bonne nouvelle. On va maintenant passer à notre prochaine thématique sur l'engouement populaire observé à Versailles pendant cette épopée en Coupe de France. Jamais, à part pour un match de l'équipe de France de football, la place du marché à Versailles n'avait été aussi remplie. Plus de 1500 personnes se sont donné rendez-vous pour assister à ce match face à Bergerac. On écoute les réactions à la fin du match. C'est une grande fierté d'avoir un club qui fait un tel exploit. Surtout, c'est notre ville, c'est Versailles. Ah, c'est historique, c'est magique, c'est énorme. Alors il y a des boutiques aux couleurs du FC Versailles 78, tout le monde en parle à Versailles. La question sur cette thématique, est-ce que cet engouement est vraiment surprenant à Versailles? Quand on voit ces images, on voit les images du bus, ces supporters qui se déplacent, est-ce que c'est surprenant? Alors pour vous Pierre, oui pour vous Jean, Grégory aussi, Yann non. Alors on fait un petit duel entre Jean et Yann. Jean, vous commencez peut-être? Jean-Yann. Moi j'ai mis quoi? Oui. Hein. Ouais, moi j'ai mis c'est surprenant. Surprenant à Versailles, oui. Voilà. Oui, c'est surprenant. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Versailles. Et que Versailles, c'est quand même pas les plus rigolos et les plus rock'n'roll. Donc non, pour moi, voilà, c'est tout simplement parce que c'est pas la ville la plus démonstrative quant à la joie sportive et si ce n'est au rugby. Au rugby, il y a de l'engouement. Mais après, non, c'est particulier, c'est spécial pour moi par rapport à la ville et à l'état d'esprit. Yann. Mais alors non, c'est pas étonnant parce que c'est le football. Et le football soulève des foules. Et voilà, quand l'équipe de France est championne du monde ou a des beaux matchs et des beaux résultats, eh bien
tout le monde regarde, tout le monde a envie de sortir dans la rue, faire la fête. Et bien là, Versailles, on est Versaillais, on est fiers que notre équipe de Versailles ait ses résultats. Et du coup, les gens sortent dans la rue pour faire la même fête que si c'était l'équipe de France qui avait brillé. C'est la force du football. Je pense que c'est le seul, malheureusement, c'est le seul sport qui est capable de sortir les foules de chez soi et qui va mettre cette ambiance et cet engouement dans le cœur des gens. Vous confirmez Pierre? Je confirme plutôt Jean, parce que moi je trouve ça surprenant pour l'histoire du FCV 78, notamment si je reprends déjà un tour prometteur en Coupe de France de Versailles quand ils avaient affronté le RC Lens à Montboron il y a 3 ans ou 4 ans, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était en 2018 de mémoire. Voilà, et ils avaient perdu 4-2. Il y avait du monde à Montboron, mais grosso modo dans la ville, c'est comme si c'était rien passé. Et l'ambiance avait été mise par les ultras par du club de rugby. Exactement, vous vous en souvenez, par le CUV, le collectif des ultras versaillais, évidemment. Il y a les ultras aussi. Et donc, il n'y avait pas eu cet engouement-là. Maintenant, là, on est 4 ans plus tard. Il y a un projet qui se met en place, on le sait. Il y a surtout ce tour, cette épopée magnifique en Coupe de France. Et là, la place du Marché n'a jamais été aussi pleine et aussi lumineuse, chaleureuse. La dernière fois, c'était la finale de la Coupe du Monde 2018, remportée par la France face à la Croatie. Donc partout en France. Ça, c'est un événement national et donc partout en France où là, le football de l'équipe de France soulève les foules. À Versailles, oui, c'est surprenant parce que c'est pas encore dans la culture, mais c'est surprenant, mais extrêmement prometteur. Et c'est un sportif versaillais qui vous le dit. Grégory. La vraie surprise pour moi, c'est la place du Marché. C'est plus de 1000 personnes réunies, une ambiance de dingue. Nicolas Dandry, notre collègue qui était des Fumigènes, avec des supporters qui étaient totalement euphorique juste ensuite, parce que finalement quand on regarde le déplacement, on a eu la chance de suivre de l'intérieur le déplacement des supporters versaillais, 56 supporters, le bus qui était rempli, donc on a senti aussi un certain engouement. Maintenant, là où c'est surprenant, c'est que nous, pour suivre le club de Versailles sur toute la saison, le stade Montboron est rarement plein, c'est pas un club qui attire encore, même au retour des joueurs sur des exploits de Coupe de France face à Toulouse et là face à Bergerac, on était au retour des joueurs à Bergerac, il y avait qu'une vingtaine de personnes pour accueillir les joueurs, c'est encore trop peu. On sent que l'engouement a pas pris totalement, mais moi, voilà, la vraie surprise... Oui, il y a eu un engouement ponctuel, en tout cas sur ce match. Vraie surprise, la place du Marché, et même quand on va faire des micro-trottoirs dans Versailles, c'est assez rare de trouver des gens qui s'intéressent à cette thématique. On nous a dit plutôt, à un moment donné, que Versailles, c'était plus une ville de rugby, si on devait parler de sport, que de football. Voilà. Donc, moi, je trouve en ce sens que c'est surprenant de voir un tel engouement. Jean ? Quand je vois les images et le comportement des supporters de Versailles, je comprends mieux pourquoi la préfecture a refusé que le match se déroule à Charletti, parce que franchement ça fait peur, on regarde, c'est Polo, je crois qu'il s'appelait Polo, ce supporter qui tapait sur le bus de façon très violente. Non mais c'est insoutenable, des images insoutenables, des voyous. Comme on peut voir, là ils m'ont encerclé du coup dans le bus. Les fameux peur là. J'ai eu très peur. Les fameux Bad Thrones. Les fameux Bad Thrones, justement, vous me faites la transition, Grégory. On va regarder cet extrait humoristique sur les supporters versaillais et on débriefe juste après. Nous sommes les Bad Thrones. Nous sommes un groupe d'ultra versaillais. Souvent, Versailles a une image un peu pompeuse, alors que pas du tout. On a vraiment un groupe d'ultra totalement classique. Bien sûr, comme tous les groupes, on a un local où on se retrouve, où on prépare les tifos, tout ça, les activités liées. C'est le même depuis le XVIIe siècle, tout simplement. Il nous a été prêté par le prieuré de Versailles. Donc, c'est autre chose que les algécos de l'Olympique Marseille. C'est pas un champion d'Algérie, ça. En exclusivité pour 5 minutes Footside, la visite du local des Bad Thrones. Eh bien voilà, bienvenue dans notre humble local de supporters. Absolument. Voilà, nous avons croqué la première grande victoire historique du club, 1623 contre le FC Compiègne. Le pape qui vient féliciter les joueurs et le directeur sportif, Harry Barr. Pas Jean-Luc, Jean Pleutre, son grand-père.
Votre avis, Pierre, sur cette vidéo? Moi, c'est les copains. C'est le copain, donc Thomas Séraphin et ses deux super potes là qui font les Sopronos notamment. Les Sopronos, et là, ils ont été très très inspirés. On est dans le cliché, on est dans l'humour un petit peu vache, mais là aussi où dans l'histoire, qui est l'histoire avec un grand H ou avec un petit H, qui s'écrit en ce moment à Versailles avec la découverte justement que Versailles est une ville sportive, la mairie pousse et on est plusieurs sections sportives à pouvoir le confirmer, mais voilà. Ils sont bons, ces mecs-là, ils sont bons. Yann, ça montre aussi que le FC Versailles 78, finalement, on en parle de partout en ce moment. Et c'est à chaque fois qu'un petit poussé arrive à passer des tours et arrive à ce niveau de compétition, on en parle tout le temps. Et donc, bah oui, là, Versailles, c'est normal qu'on en parle. Et c'est la raison pour laquelle il faut briller dans ces Coupes de France, pour pouvoir avoir des encarts dans l'équipe, pour pouvoir être interviewé, enfin voilà, ces joueurs n'auront peut-être plus la chance de pouvoir le revivre. Mais là, ils vivent une expérience unique et l'expérience de leur vie. De leur vie sportive. Grégory, c'est le moment de gloire de Versailles. Julien Cazard, qui est parmi de ce trio, il y a Sébastien Toen, il y a Thomas Séraphin et Julien Cazard, qui parodie d'habitude plutôt la Ligue 1. On l'avait connu sur une autre chaîne, la chaîne câblée, qui ressemble à mon nom de famille d'ailleurs. Mais on l'avait vu parodier la Ligue 1, où il doublait de manière très drôle des scènes de Ligue 1. Il faisait ses sketchs aussi sur la Ligue 1. Et là, c'est sur Versailles. Franchement, c'est une exposition de dingue pour ce club. Il faut qu'il profite à fond de cet engouement. Et la vidéo est très drôle. Il joue sur les codes, il joue sur les stéréotypes. D'ailleurs, les supporters qu'on avait suivis avaient joué aussi sur ça en mettant des perruques un peu voilà, en disant on espère que le roi Soleil est avec nous aujourd'hui. Voilà, il jouait sur les clichés. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière, on adore ça. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? C'est super, c'est frais. 400 000 vues à peu près sur les réseaux. Ça m'étonne pas, c'est frais, c'est un humour, voilà, un petit humour qui marque bien un petit peu. Il faut forcer le trait. Voilà, mais tout à fait, non, mais c'est bien parce que justement, ça remet un peu en place les gens qui, justement, les Versaillais, le snobisme, et ben voilà, donc ils ont fait une belle parodie. Moi, je trouve ça super. On a l'impression d'un sketch des années 90, des inconnus quand même. Hein. C'est vraiment pile poil. Enfin, moi, ça me met ça en pleine face, quoi. Autonomie passive. Mais oui, par exemple. On va refermer cette page Versailles parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission par les pronostics. Alors Yann, un petit pronostic. Moi, je vais rester sur le 1-0. 1-0 pour Versailles et rendez-vous au Stade de France. Pierre. J'allais dire 2-0 pour Nice mais j'ai envie d'être chauvin. J'ai vraiment envie d'être chauvin. Donc tir au but. C'est la dernière vidéo qui vous a chauffé un blanc. Oui, exactement. Pierre. Tir au but de Versailles. Jean. Alors moi je suis chauvin, mais réaliste. Sportivement, je dirais 3-1 pour Nice. 3-1 pour Nice. Ouais. Grégory. 2-0 pour Nice. On a gagné. Ok. Super. Versailles. Rendez-vous. Du coup, vous nous prenez nos places du coup pour le Stade de France. Absolument. Pour suivre c'est Versailles. le 18 mai. Si je dis pas de bêtises. Ça sera le 18 mai, au mois de mai en tout cas. Alors le match contre Nice est donc programmé le 1er mars prochain à Nice. On reviendra évidemment sur ce match dans ce prochain. Si on parlait sport, on passe à notre page débat. Alors on devait parler de Tony Oka, mais on va parler tout de suite de Grégory Boger. On n'aura malheureusement pas le temps de parler de Tony Oka, on en parlera dans une prochaine émission. Grégory Boger qui vient d'être nommé au poste d'entraîneur du sprint. Alors il est de retour aux affaires après avoir mis un terme à sa carrière en janvier 2021. L'Yvinois Grégory Boger, donc quadruple médaillé olympique, va devenir entraîneur de l'équipe nationale du sprint à compter du mois de mars. Il a été choisi par le nouveau directeur du programme olympique Florent Rousseau. Il aura pour objectif d'aider les sprinteurs à glaner des médailles aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il entraînera donc les sportifs au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La question sur ce thème, Grégory Boger, de retour, est-ce que c'est une bonne idée? Vous votez? Oui? Non? Unanime? Oui. Yann, pourquoi? Yoka. On peut parler de Yoka si vous voulez, du coup, parce qu'il n'y a pas de débat. Tout simplement parce que aujourd'hui, quand on regardait l'équipe entraîneur de l'équipe de France, l'équipe des coachs, il n'y avait pas de grand nom. Herman Thérin,
Clara Sanchez, il n'y avait pas cette rayonnance que Greg pourra avoir. Et du coup, l'expérience que Greg a. Grégory Boger, comme vous l'avez dit, c'est 4 médailles olympiques. 9 titres de champion du monde. Et pour lui, du coup, des déceptions, mais surtout, c'est quand même 9 titres de champion du monde. Et ça, c'est une expérience sur laquelle les gars vont pouvoir s'appuyer. Moi, j'ai découvert un Grégory Boger depuis bientôt 2 ans maintenant, entraîneur. Parce qu'il coach Marie Patouillet, qui est une athlète handisport et qui a ramené une médaille de bronze, 2 médailles de bronze d'ailleurs des Jeux paralympiques de Tokyo. Et je pense qu'il est très très bon. On avait eu un débat il y a quelques mois après sa retraite, j'avais dit que pour moi c'était l'homme de la situation. Donc maintenant qu'il est nommé, je vais pas avoir un discours qui va aller à l'envers. Je vais vraiment rester là-dessus. Je pense que ça va être un vrai plus pour les gars, parce que pour moi un Sébastien Vigier ou un Ryan Elal font partie du gratin et des meilleurs sprinteurs mondiaux. Sébastien était justement en phase de reconquête, puisqu'il est revenu avec une médaille des derniers championnats du monde. Je crois qu'il a pris une médaille de bronze sur la vitesse. Je suis plus sûr, parce que pour nous, il n'y a que le maillot qui compte. Mais voilà, Sébastien est en train de monter en puissance. Et là, je pense que ça va être vraiment l'ingrédient qui va bien. Et dernière chose, le timing est parfait. Oui. On est en 2022, pour les JO en 2024. C'est idéal. Il y a des championnats du monde de cyclisme sur piste qui arrivent en plus au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Yann, il a presque tout dit. Moi, je trouve l'association Florian Rousseau, Grégory Boger très intéressante. Florian Rousseau, on avait eu l'occasion d'en parler. On ne présente plus aussi le palmarès qui, lui, sera directeur du programme olympique. Je trouve que d'avoir ce Greg Boger, entraîneur du sprint, c'est un duo très intéressant. Le palmarès, il a en plus l'expérience d'entraîneur. Yann l'a rappelé avec cette collaboration avec Marie Patouillet, qui en plus a été une collaboration fructueuse et ses médailles ramenées des Jeux paralympiques. Il est proche, il connaît bien le milieu, il connaît les athlètes en poste. Non, moi je pense que tous les voyants sont au vert, tout est réuni pour qu'on puisse avoir une belle expérience, et j'espère que on aura une expérience de longue date. Depuis 2013, il y a des entraîneurs qui se sont succédés, parfois avec des gros échecs sur ce sprint. On rappelle l'expérience avec le duo, notamment avec Clara Sanchez et c'était Herman. Ouais, c'est ça. Qui était donc voilà, on espère une réussite, mais en tout cas pour moi tous les voyants sont ouverts pour qu'on ait une réussite de ce point de vue-là. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, moi on est tous d'accord. Il a accroché quand même il y a 1 an. Est-ce que c'est pas trop tôt ? Il a 37 ans, il a accroché il y a 1 an. Non, mais 1 an, c'est rien du tout. C'est Est-ce que c'est une force tous peut-être les voyants, aussi, justement. tous les voyants sont au vert. Il a encore 2 ans. Déjà, ça peut être une force, parce que 1 an, ça lui a permis de souffler, de reprendre de l'énergie. Tous les voyants sont au vert. Techniquement, il est bon. Et mentalement, ce garçon-là a connu la réussite et la défaite. Donc on ne peut. Il n'a jamais remporté l'or olympique, je tiens à préciser. Oui, mais il a quand même plusieurs titres champion du monde. Il a quand même connu la réussite, et il a connu aussi la défaite. Donc au niveau de la préparation d'un sportif, on ne parle jamais aussi bien de ce qu'on a vécu et de ce qu'on connaît. Donc ça, c'est très important, parce que souvent, et je pense que Yann pourra le confirmer, mais ça se joue à des détails, et c'est dans la tête que ça se joue. Souvent, le sport au haut niveau, c'est dans la tête, on le sait. Et donc ce garçon-là, pour moi, a tous les voyants ouverts, et on ne pouvait avoir pas mieux pour moi actuellement qu'un garçon comme Grégory Boger. En phase avec Jeannot, en disant que c'est un nom, c'est un palmarès, et je pense que mentalement, si je me trompe pas, sa fin de carrière a été un petit peu délicate, oui. Et je pense qu'il arrive revanchard. C'est pas la même. Il n'a pas réussi à remporter l'or olympique. C'est pas la même que de le remporter, lui, à titre individuel ou par équipe, sur le vélo, mais emmener une équipe, qui plus est à Paris en 2024, vers les titres suprêmes. Là, pour le coup, je pense qu'il a effectivement l'humeur, le mental et l'expérience qu'il faut pour les driver comme ça. Il a un gros caractère aussi, Grégory Boger. On l'a souvent un peu décrié pour ça. Est-ce que vous pensez que ça va le faire ou pas avec Rousseau ?
Mais c'est le duo parfait. Ils se connaissent. Grégory ne demandait que ça à la fédération, que ce soit Florian Rousseau qui soit l'entraîneur de l'équipe de France. Depuis, ils s'entendent comme cul et chemise. C'est une vraie amitié et une très très bonne relation. Ils ont ultra confiance l'un envers l'autre. Grégory a eu ses meilleurs résultats en tant que sportif quand Florian Rousseau était à la tête de l'équipe de France. Donc le duo est parfait. Le duo est parfait. C'est vraiment et de toute façon, dès le moment, en plus c'est ça, c'est que nous on le savait. Même si c'était pas officiel, c'était dès le moment où Florian Rousseau a été nommé à la tête de la préparation olympique, on savait que Grégory allait arriver derrière. C'était une évidence. Après, peut-être que Grégory aurait pu refuser. Mais voilà, c'était sûr que la perche lui aurait été lancée. Il l'a saisi, c'est l'idéal. Et puis ce qui est beau, c'est qu'ils représentent tous les deux générations victorieuses. Alors oui, Grégory Baugé n'a pas eu cette médaille d'or olympique, mais 2 générations qui ont marqué aussi leurs années en cyclisme. Et pourquoi pas faire briller la prochaine génération en vue de Paris 2024. Je trouve que la belle histoire est à écrire. Et il y a un groupe très jeune aussi, cette équipe de France est quand même très jeune. Ils ont besoin de cette expérience. Oui, mais très jeune, mais ce sont aussi des athlètes qui ont connu Grégory en tant que coéquipier. Ils ont fait des séances d'entraînement, ils l'ont eu tous, ils l'ont tous vu performer et ils ont tous été à l'entraînement avec lui. Je pense qu'il y a une bonne relation et sincèrement, Grégory entraîneur n'est pas du tout la même personne que le Grégory compétiteur et qu'il pouvait être. Il a eu une évolution ces dernières années. Donc pour vous, on va remporter plein de médailles au JO en 2024. Oui. Oui. Alors oui. Si. Je pense que là, il va y avoir un gap supplémentaire et la différence qui. Alors après, les Hollandais ont encore 1 seconde d'avance, mais on a 2 ans pour aller chercher cette seconde. Et pour moi, oui, il y a possibilité. Le match commence. Voilà, le match commence maintenant. Le match commence. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude. Très rapidement, Grégory. Rapidement dire que la finale de la Coupe de France, c'est le 8 mai, pas le 18 mai. J'étais à 10 jours près sur la bonne date. On vous pardonnera si Versailles est en finale en tout cas. Alors c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude du coup par une citation. Aujourd'hui je vous propose une citation de Luis Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France et du PSG, et joueur au PSG et entraîneur au PSG. Le succès n'a pas besoin d'explication, l'échec n'admet pas de justification. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78 et allez Versailles.